Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, dimanche 31 janvier 2021 avec vous directement du loft du philosophe à Montréal près du marché Jean Talon. J'espère que vous vous portez bien pour un petit live spontané aujourd'hui en cette fin du mois de janvier. Vous allez voir que nous avons fait plusieurs rencontres au mois de janvier, ça va un petit peu s'atténuer en février, mars, avril. Et ça va se prolonger jusqu'au mois de juin. J'aurai une petite pause cet été de juin jusqu'au mois d'août. Donc, salutations à tous et à toutes. Nos rencontres du mois de février commencent jeudi dans le cadre des causeries philosophiques de l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société. On se voit 2 fois par mois, c'est-à-dire le 4 février pour une conférence sur le relativisme moral et épistémologique, ainsi que le 18 pour l'oisiveté créatrice. Nous avons aussi 2 rencontres mensuelles spéciales. Le samedi 13 février, une rencontre qui s'intitule Aimer autrement, un petit atelier. Il faut s'inscrire sur Eventbrite cette fois-ci, 10 personnes maximum d'admises. Alors, c'est à 13 heures. Et à la fin du mois, un petit atelier de 2 heures, donc 10 questionnements, mise en situation, s'éveiller à son être à la fin du mois, le 27 février. Donc, salutations à tous et à toutes qui vous joignez avec moi dans le cadre des rencontres de philosophie réflexive. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question suivante. Pourquoi lire? Pourquoi lire de la philosophie? Donc, on va s'intéresser à savoir pourquoi lire en général, mais aussi pourquoi lire des ouvrages de philosophie. Qu'est-ce qui peut nous motiver à lire ce type d'ouvrage? Donc, salutations à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Salutations à Marie, Vanda, Isabelle, Nicole et compagnie. Pour me dire un petit bonjour si vous êtes présents parmi nous. Cette journée quand même assez froide, mais ensoleillée. J'ai eu le temps de monter mon cours, de préparer mon cours de cinéma et de prendre un peu de soleil tôt ce matin. Bien sûr, j'espère que tout va bien de votre côté. Je bois un petit thé du Camellia sinensis, un Mao Feng, donc tiré du Tea Studio du Camellia sinensis, un Nilgiri Mao Feng. Très bon. Donc, salutations à François qui vient de se joindre à nous, à Evelyne, à Fadila. N'hésitez pas de répondre à mes questions. Aujourd'hui, on se demande, je pose la question à savoir pourquoi lisez-vous en général, mais de mon côté, je vous demande pourquoi lisez-vous ou qu'est-ce qui vous amène aussi à lire de la philosophie. Vous pouvez me répondre, je vais commenter et je vais vous présenter mes arguments, mes explications, à savoir pourquoi je lis de la philosophie. Je vais commencer par vous conter une anecdote qui remonte à assez loin. Lorsque j'étudiais au cégep et que j'avais 19 ans, je suivais un cours qui s'intitulait Philosophie politique, éthique et politique à Édouard Montpetit à Longueuil. Donc, vous saviez qu'à l'époque, avant la réforme Robillard de 94, il y avait 4 cours obligatoires de philosophie de 3 périodes pour chaque cours. On avait philosophie et rationalité, les conceptions de l'être humain et son milieu, qui était davantage un cours ouvert sur les sciences. J'avais étudié justement dans ce cours-là la poétique de l'espace de Gaston Bachelard, qui est un épistémologue, mais qui réfléchissait sur la notion de lieu. Donc, il réfléchissait d'une façon, presque psychanalytique. Il réfléchissait sur la commode, le grenier, le bureau, la chambre, etc. Donc, c'est une réflexion sur l'espace. Ça s'intitule La poétique de l'espace. On sait que Bachelard aussi, en plus d'être épistémologue, on sait qu'il était professeur, il était ingénieur, professeur de mathématiques, grand philosophe aussi. Il a aussi développé une psychanalyse du feu, de l'air, de tous les éléments, bien sûr. Salutations à Niki qui vient de se joindre à nous. J'espère que vous vous portez bien. Donc, à cette époque, il y avait 4 cours de philosophie et le 3e ou le 4e, c'était éthique et politique. Et mon professeur nous avait fait lire, Jean-Luc, à l'époque, nous avait fait lire, on avait étudié les sociétés primitives à partir de textes du sociologue Gilles Gagné, mais aussi nous avions travaillé toute la session durant le contrat social de Jean-Jacques Rousseau.
Et je me rappelle, je ne sais pas si c'était ce professeur-là ou un autre professeur que j'avais eu qui me disait que les textes les plus difficiles à lire, je pense que c'était mon autre professeur qui nous avait enseigné bachelor, disait que les textes les plus difficiles à lire, c'était des textes philosophiques. Si nous étions capables de passer à travers la compréhension conceptuelle, la problématique d'un texte philosophique, comprendre les enjeux, les concepts, les thèses, les arguments, nous allions comme acquérir euh, la capacité de lire les textes les plus difficiles. Okay? Donc, même plus difficiles que les textes dits scientifiques, hein, que les textes scientifiques, mais c'est sûr que par rapport aux textes scientifiques, il faut une base de connaissances dans le domaine pour bien comprendre, mais les textes les plus difficiles sont, à mon avis, les textes de philosophie, car ils sont à la fois traitent de problèmes qui concernent l'être humain. Il y a un aspect universel aux propositions propositions présentées par le philosophe, mais à la fois il y a une touche singulière dans le style, la manière de présenter. Il y a toujours une idée maîtresse chez un philosophe ou une philosophe qui va habiter, hein, qui va préoccuper le philosophe tout au long de son œuvre, même si quelquefois, à l'instar de Wittgenstein, il y a eu des changements, des tournants, comme chez Heidegger. Le premier Heidegger, le deuxième, il y a des changements, des tournants dans la rédaction de leur ouvrage philosophique. Alors, je vous invite à me répondre sur le clavardage. Je vais vous commenter à travers mon petit laïus d'aujourd'hui. Donc, pourquoi lisez-vous et pourquoi lire de la philosophie? Donc, vous pouvez me répondre. Ne vous gênez pas pour m'écrire un commentaire que je vais relire dans quelques instants. Mais je vais vous présenter justement pourquoi moi je lis de la philosophie. Qu'est-ce qui m'a amené là? Donc, je reviens à mon professeur Jean-Luc, hein, je me rappelle, j'étais près de l'Abreuvoir, à Édouard-Montpetit, près de l'Abreuvoir qui était près de la bibliothèque. Et je m'étais dit, ben, je serais capable de comprendre le texte si j'avais plus de temps. Première prise de conscience, pour vraiment comprendre les concepts de Rousseau, j'aurais besoin de davantage de temps. 2 semaines, c'est insuffisant pour pouvoir accomplir un travail. Et là, je m'étais dit, si j'avais 2 mois, je crois que je comprendrais mieux. Et si j'avais 2 ans, je crois que je comprendrais tout. Donc voilà, j'avais fait une première prise de conscience face à la difficulté, bien sûr, hein, de ces textes qui pouvaient me sembler, à cette époque-là, euh, très difficiles d'accès. Parce que pour accéder à la pensée d'un philosophe, c'est accéder, c'est s'ouvrir à un monde, à un langage, à une manière de formuler. Puis c'est très, très difficile parce que il y a une part de subjectivité, de style et de manière d'élaborer les problèmes. Et encore faut-il qu'on soit interpellé par les problèmes auxquels le philosophe réfléchit. Encore ça. Donc, c'est venu un peu plus tard de mon côté, par la lecture d'aphorismes sur la sagesse dans la vie de Arthur Schopenhauer. Donc, c'était le livre un peu révélateur. Il y a aussi eu des textes, Le journal du séducteur de Kierkegaard, ainsi que les essais qui font partie du texte Ou bien, et par la suite Nietzsche. Donc, il faut d'abord aussi être interpellé par le texte. Et là, c'est peut-être que lorsqu'on est interpellé profondément, le défi est moins difficile pour tenter, pour partir dans ce périple de recherche, de compréhension de la pensée de l'autre. Il faut vraiment être capable de se mettre à la place de l'autre et aussi de s'asseoir pour vraiment comprendre les concepts de l'auteur et relire. Hein? Donc, on peut relire un paragraphe 3, 4, 5 fois. Ce n'est pas la même chose qu'avec un roman où on est transporté, on se laisse transporter. Mais de mon côté, c'est très difficile de lire des romans, plus difficile aujourd'hui car je lis de la philosophie en continu depuis une vingtaine d'années maintenant.
même si j'ai commencé plus tôt à lire, mais disons que depuis 20 ans, je lis quasiment seulement des textes théoriques. Alors, je vous pose la question, pourquoi lisez-vous et pourquoi lisez-vous de la philosophie? Donc, j'ai des premiers commentaires. Nicole nous dit qu'elle a lu le cours d'autodéfense. Ah, vous pouvez me dire ce que vous avez lu en philosophie aussi, c'est intéressant. Elle a lu le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon pour réapprendre le raisonnement. Fadila nous dit que la philosophie étant l'amour de la sagesse, cela l'aide à réfléchir avant d'agir et d'assumer son existence de manière consciente. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire pourquoi lisez-vous de la philosophie. Et moi, je vais m'entretenir aussi. Et dites-moi votre dernier livre, peut-être qu'est-ce que vous avez lu. Saluez-moi en passant, on est une quinzaine en ce moment. Et moi, je vais vous dire, justement, moi, c'est par défi de compréhension. Hein. Je suis très stimulé par les défis et je trouvais les textes philosophiques extrêmement difficiles. Donc, maintenant, je puis dire que je suis capable de comprendre un auteur. Peut-être non pas comme un spécialiste qui a travaillé Spinoza pendant 70 ans à la Robert Misrahi, ou comme un spécialiste de Kant, hein, par exemple, qui s'est attardé toute sa vie sur Kant, pas dans les moindres détails. Je pourrais dire que je connais bien ma pensée, mes positions, mais que je suis capable de comprendre les concepts généraux chez un philosophe. Donc, ce qui est intéressant dans la lecture de textes philosophiques, c'est aussi, mis à part le défi de compréhension, de découvrir vraiment une pensée singulière sur plusieurs thèmes, comme prenons Jean-Paul Sartre avec son essai sur la liberté, par exemple. Bon, on a chez Sartre, bien sûr, il faut passer par l'être et le néant. Par la suite, l'existentialiste est un humaniste pour avoir une version un peu plus accessible de sa conception de la liberté. Mais je lis de la philo pour fréquenter les grandes questions existentielles, mais aussi par attrait pour le style. Donc, je dois dire que le style de Schopenhauer dans Aphorée sur la sagesse dans la vie m'a vraiment charmé. Ses courts essais. Il y avait un essai sur la bourgeoisie, sur l'esprit chevaleresque, sur le bonheur. Hein, c'est vraiment sa conception du bonheur basée sur l'être et non pas l'avoir et le paraître et la renommée qui m'a beaucoup charmé à l'époque. Donc, c'est rentrer dans le questionnement singulier de l'auteur, mais qui a une portée universelle. Et le fait de se poser des questions, les questions profondes concernant le sens de la vie. Il y a un beau livre de Jean Grondin que vous pouvez aller lire sur le sens de la vie. Il va réfléchir sur la notion de sens, les occurrences du terme sens, quelles sont les occurrences. Il va faire une réflexion sur le sens de la vie. Chez Platon, on a la fameuse question du comment dois-je vivre ma vie? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie examinée? On a ces questions éthiques qui sont présentes à travers la figure de Socrate chez les premiers dialogues de Platon qu'on appelle les dialogues de jeunesse. Donc, super en ce sens. Donc, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous lisez de la philosophie et qu'avez-vous lu comme texte philosophique ces derniers temps, ou vos derniers textes qui vous ont marqué. Rencontrer aussi, lire de la philosophie, c'est rencontrer un esprit puissant, c'est rencontrer les génies de l'époque. Comment dire, des gens qui ont travaillé sur les questions profondes propres à une époque. Hein? Donc, on prenne Descartes ou Spinoza au 17e avec Malebranche, hein? Ou tant qu'à ça, Leibniz. On a des grands esprits qui ont réfléchi sur les questions de fond propres à une époque. Donc, c'est intéressant aussi de les inscrire dans leur époque, de voir de qui ils s'inspirent, qui ils critiquent, quelles sont les valeurs du temps également. Mélanie dit qu'elle lit pour mieux se comprendre elle-même. Et elle le fait pour réfléchir plus en profondeur et comprendre la position des différents philosophes. Donc,
Je crois que lire de la philosophie, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, avec un grand A, donc à la pensée de l'autre, à une vision autre que la nôtre. Il faut être capable d'à la fois rester critique, mais à la fois faire une certaine place pour être à l'écoute et bien comprendre les propos de l'autre. Ça demande vraiment, c'est une pratique très difficile au début, avant même de donner son opinion. Hein, que dit l'auteur? Que soutient l'auteur? À qui s'oppose l'auteur? Quels sont ses arguments? Quelles sont ses questions fondamentales? Hein? C'est vraiment génial que de pouvoir parcourir un beau texte philosophique, par exemple, quand on pense à l'éthique de Spinoza, aux méditations métaphysiques de Descartes. Hein? Lisez les méditations, c'est une très belle écriture, écrite en français, 1641 ou 42, un beau texte, génial. Evelyne nous dit qu'elle se replonge, est ainsi dans La femme indépendante, qui est un chapitre peut-être extrait du 2e siècle de Simone de Beauvoir, donc la compagne, entre autres, de Sartre. Ils ont fait l'école normale supérieure ensemble. Il est arrivé premier au concours et elle deuxième. Donc, la compagne de Sartre, à qui, comment dire, ils écrivaient souvent, hein, c'était comme des compagnons de route, de vie, même s'ils avaient des relations à gauche, à droite, tout ça. À leur manière, c'était des compagnons d'écriture, de création et d'échange intellectuel. Salut à Anne-Marie qui vient de se joindre à nous. Est-ce que je ne m'abuse? Est-ce que Anne-Marie n'est pas dans le domaine de l'éthique, je suis plus sûr, ou d'éthique et culture religieuse? Elle dit aimer Bentham qui parle d'utilitarisme. Elle n'est pas en accord avec tout, mais elle trouve ça intéressant. Donc, elle parle de l'utilitarisme de Jérémy Bentham, avec bien sûr l'école, avec Mill. Hein. On parle de 2 types d'utilitarisme. Mill, je crois, parfait un petit peu la vision de l'utilitariste anglais. Merci Anne-Marie pour ton partage. Merci Evelyne. N'hésitez pas à me saluer, les amis. Mathieu Martel directement pour notre... Écoutez, on entame notre 11e mois de rencontres. Je remercie Audrey de m'avoir demandé d'entamer ces lives il y a à peu près 10 mois. C'était le 22 mars, ma première rencontre ici. Donc, on a fêté le 10e mois, je pense, c'est ça, au mois de janvier. C'est ça. Le 10e mois de rencontres philosophiques directement de mon nouveau loft, là, parce que je faisais aussi des rencontres dans mon ancien loft. Et on a touché plein de sujets. Vous pouvez aller voir dans la section vidéo, là, ensemble, nous avons traité de plusieurs sujets. Aujourd'hui, notre question du jour que je vous demande, quelle est votre dernière lecture philosophique et pourquoi lisez-vous de la philosophie? Quelles sont les raisons qui motivent de lire un texte de philosophie? On a eu plusieurs réponses. On a eu Anne-Marie qui nous a répondu, Evelyne, Mélanie, Martin nous dit que c'est pour la connaissance, la quête de connaissance. Fadila nous a aussi répondu et Nicole. Donc, Niki nous dit qu'elle lit les penseurs, les pensées des philosophes. Elle est intriguée par des manières différentes de réfléchir et de voir le monde. Donc, qui dit, hein, ça nous rappellera le titre de Schopenhauer, le monde comme volonté et représentation, qu'il a retravaillé 3 fois à peu près. Il a fait 3 éditions. La première édition, bien sûr, et si vous allez, il y a un super livre, je vais juste ouvrir une parenthèse. Pourquoi je vais dire ça? Parce que Schopenhauer a écrit Le monde comme volonté et représentation à 28 ans. OK? Et il y a Pierre Hébert Suffren, ou Safrin, Suffren, ouais, qui a écrit La philosophe. Retenez ça, les amis, c'est chez Puff. Philosophe, vie intime. OK? Écoutez bien ça. Pierre Hébert Suffren a fait une thèse d'État, un doctorat. Je crois qu'il enseigne dans les colonies, les départements d'outre-mer français, entre autres. Il a un doctorat de 3e cycle sur l'ésotérisme. Il s'est intéressé sur la vie intime des philosophes. Il a fait, bien sûr, des statistiques. Il a même vérifié à quel âge publier en général
À quel âge le philosophe ou la philosophe publie son œuvre majeure, son œuvre d'importance, et c'est souvent aux alentours avant 30 ans, vers 28 ans, 27, 28. Et je crois que c'est le cas pour Schopenhauer avec Le monde comme volonté et représentation, qui est une super grosse brique, bien sûr, et c'est Schopenhauer qui employait le terme que la philosophie est vision. Bien sûr, vision du monde. Donc, on veut lire des manières de voir le monde différentes, une autre vision du monde. Isabelle nous dit qu'elle aime lire différents textes de philosophie pour répondre à un appel profond et mieux se connaître à travers les auteurs, donc. Et des fois, on est là pour aussi corroborer que ce que nous pensons a déjà été pensé, mais on se sent moins seul, on se sent... lorsqu'on lit une pensée d'un philosophe et qu'on est d'accord avec, on se sent en syntonie, en accord, et on se dit oui, il pense comme moi ou elle pense comme moi. On se sent, comment dire, on touche quelque chose qui dépasse notre subjectivité. On en vient à vivre une vérité qui touche d'autres sujets, d'autres penseurs féminins aussi. Isabelle déclare aussi qu'elle lit de la philo pour clarifier ses propres pensées. Et si les philosophes, comme disait Nietzsche, n'oublions pas la fameuse phrase de Nietzsche, qui se sait profond s'efforce d'être clair. Donc les penseurs profonds, pour Nietzsche, sont capables de grande clarté. Bon, il y a certains aspects du texte de Nietzsche qui peuvent porter à interprétation, à un aspect polysémique, aussi pluri-interprétationnel, etc. Mais, bon, c'est sûr que du Derrida, c'est difficile, du Deleuze aussi, du Lacan, très difficile, mais on a chez certains philosophes classiques, même Heidegger qui se répète souvent, qui écrit en boucle, qui réinterprète l'étymologie, bon, etc. Il y a des penseurs plus, comment dire, cryptés, à la fois presque ésotériques, comment dire, comme j'essaie de trouver l'adjectif, occulte. Il y a une écriture qui est tout à fait occulte aussi. Martin dit que lire de la philo, ça lui permet de vivre des illuminations personnelles au niveau de son être. Merci Martin pour ce partage. Je vous pose, les amis, on est à peu près 18 en ce moment. Pourquoi lisez-vous de la philosophie? Quel est le dernier ouvrage que vous avez lu? Donc, philosopher, comme j'avais un professeur qui nous avait fait lire Bachelard, il nous avait montré comment lire, une méthode de lecture. Et je fais ça avec mes élèves. Cibler, observer les chapitres, le titre des chapitres, le titre du livre, le sous-titre, les questions posées, les exemples, souligner les thèses, les arguments, les objections, etc., questionner le texte. Finalement, on peut davantage apprendre, on peut développer une méthode de lecture active en lisant la philosophie parce qu'elle est tellement... souvent, c'est une écriture de fond, une écriture profonde, des fois qui peut tomber, bien sûr, dans des textes plus compliqués, plus difficiles, plus abscons, mais ça vaut quand même la peine pour développer son esprit d'investigateur, de chercheur et de défi. Nicole nous dit qu'elle a lu de Pierre Hadot, bien sûr, qui était professeur au Collège de France, succédant à Michel Foucault. Après, nous avons eu, je crois, Jacques Bouvrest, un spécialiste de Wittgenstein. Maintenant, c'est Claudine Tiercelin, une philosophe analytique qui a la chaire de philosophie au Collège de France. Vous pouvez aller assister aux cours gratuitement. Bien sûr, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas de diplôme décerné par le Collège de France. Ce sont des spécialistes dans plusieurs domaines qui vont présenter leurs recherches.
et ils sont là jusqu'à temps qu'ils nous quittent. OK? Donc, c'est un poste honorifique et ça permet aux philosophes de faire leurs recherches. On se rappellera les fameux cours de Michel Foucault au Collège de France, notamment. Une institution fondée par François Ier en 1536, si je ne m'abuse. Je suis passé à Paris, bien sûr, devant le Collège de philosophie, devant la Sorbonne, devant la librairie philosophique majestueuse Givrin. Vous pouvez aussi aller chez Gilbert Jeune, une librairie de 6 étages. Je crois que dans le contexte de pandémie, la librairie Gilbert Jeune a peut-être fermé comme Shakespeare et compagnie, qui avait été fondée par Sylvia Beach dans les années 20. Elle qui, bien sûr, a soutenu Joyce, accueillait Hemingway, Proust et compagnie à sa librairie de la rive gauche. Si je ne m'abuse, Shakespeare et compagnie, fondée par Sylvia Beach. Je crois qu'ils étaient en grande difficulté dans le contexte de pandémie actuelle. Donc, Nicole nous dit Pierre Hadot, pour apprendre, pour avoir une présentation de la figure de Socrate, bien sûr. Pierre Hadot, un traducteur de Marc Aurèle, de Plotin, de Porphyre, je crois, si je ne m'abuse, un grand traducteur, un homme remarquable qui nous a quittés il y a quelques années, à l'âge de 80 quelques années. Donc, Mélanie, Mélanie me cite ici dans l'ouvrage L'Appel de l'être. Celui qui sait s'inspirer de l'ivresse et danser avec le souffle sait se servir de la sagesse de l'esprit. Merci à Mélanie pour cette petite citation de L'Appel de l'être. Fadila nous dit « Je viens d'entamer un livre sur Ibn Tufayl, un philosophe autodidacte. Le philosophe sans maître, comme on l'appelle. Wow, génial. On a parmi la tradition arabe des grands philosophes, qu'on pense à Ibn Arabi, Ibn Sina, Averroès, Avicenne, etc. Là, bon, il y avait plusieurs traductions de leurs termes, et Ibn Tufayl en est un. Merci, Fadila, si tu peux me laisser le titre d'un livre de Ibn Tufayl à lire, ça me ferait plaisir de me le procurer. Merci. Donc, pourquoi lire des livres de philosophie? Quel est le dernier livre que vous avez lu en philosophie? Pourquoi lire? Donc, j'avais dit pour apprendre à lire, pour être en contact avec les grandes questions existentielles, pour découvrir la pensée des grands penseurs et des grandes femmes aussi de l'époque. On sait qu'en philosophie, qu'on pense à Simone de Beauvoir, qu'on pense à quand même aussi, dans notre ère moderne, Judith Butler, qu'on pense bien sûr à Simone Weil, les deux Simone, Simone de Beauvoir et Weil, et d'autres bien sûr. On a dans une philosophe, comment qu'elle s'appelle donc, spécialiste de la philosophie du care, du soin, dans les années 80, qu'on pense à Martha Nussbaum aussi, une grande philosophe, qu'on pense bien sûr à Jacqueline de Romilly, qui connaissait très bien les philosophes grecs et l'esprit grec. Donc, on lit de la philo pour apprendre à lire, pour se frotter aux textes les plus difficiles, pour être capable de se mettre à la place de l'autre, aussi de prendre une distance, de se découvrir soi-même, de connaître des moments d'illumination. Et pour apprendre à penser avec, en confrontation, être en bonne compagnie et faire des prises de conscience, se rendre compte que nous ne sommes pas tout seuls et que les grandes réflexions qui passent à travers les écrits des philosophes, souvent, nous pouvons aussi avoir ces idées-là et être touchés profondément par ces pensées-là. Merci d'être là, les amis. Juste vous rappeler qu'on a de prendre un petit moment pour qu'on ait une rencontre jeudi. Nos rencontres seront à 13h au mois de février. Donc, jeudi le 4 février à 13h sur le relativisme
culturelle et épistémologique. Sur la l'oisiveté créatrice le 18 février. On a une rencontre aux alentours de la Saint-Valentin, le 13, Aimer autrement, notre rencontre mensuelle, samedi 13h. Et le 27 février à 13h, un atelier, s'éveiller à son être, 10 questions, 10 mises en situation. C'est le 4e atelier que je fais. On a eu 3 autres ateliers cet automne et on continue. Isabelle dit qu'elle lit de la philo pour donner par plaisir, pour s'épanouir, pour donner un sens à sa vie et d'être rappelée au moment présent à travers la lecture de certains auteurs. Alors les amis, n'hésitez pas à m'écrire, me faire un petit bonjour dans ce petit live. Dites-moi pourquoi vous lisez de la philosophie, quel est le dernier livre que vous avez lu en philosophie. Qu'est-ce qui vous incite à lire ce type, ce genre littéraire? Hein? On a la poésie comme genre, le théâtre, les essais, les entretiens. Nous avons le roman, plusieurs types de poésie. Nous avons aussi la philosophie qui souvent peut être traduite à travers les dialogues de Platon. Il y a plusieurs philosophes qui ont pratiqué le dialogue, que l'on pense à Voltaire, à Berkeley. On peut passer aussi par le genre des aphorismes. Moi-même, je m'exprime en aphorisme. On a ça chez Kierkegaard, chez Nietzsche. Des aphorismes plus courts, plus longs. Michel Cioran s'exprimait à travers des aphorismes, certains très courts, d'autres sous la forme de petits articles. Hein, si vous voulez lire un très bon livre de Cioran, sur les cimes du désespoir, son œuvre de jeunesse, qu'il a écrit bien sûr en roumain et qui est un classique selon moi. On a tout Cioran à travers Sur les cimes du désespoir, écrit à 22 ans. Et on sait que Cioran, par la suite, est allé compléter ses études à Paris, vivant un petit peu la bohème, se promenant en bicyclette, dormant à l'hôtel de l'Odéon, dans une mansarde. Bon, je crois qu'il y avait 2 petites mansardes. Il restait là longtemps. Il a refusé plusieurs prix, mais il n'a accepté qu'un seul pour la qualité de la langue française. Donc, à partir de 1947, Cioran ne s'exprime qu'en français. Il faut dire que son père aussi était polyglotte. Donc, Micheline dit qu'elle lit Être heureux avec Spinoza. Le fameux Être heureux avec Spinoza, est-ce que c'est, juste me rappeler le titre, Micheline, de l'auteur, est-ce que c'est un essai sur Spinoza? Ce n'est pas, bien sûr, le Frédéric Lenoir. C'est un autre. Je crois que c'est celui d'un texte d'un Italien, si je ne m'abuse. Juste me préciser l'auteur, Micheline. Donc, Micheline dit Spinoza pour apprendre, m'aider à mieux vivre. Bon, le Spinoza, il y a la petite introduction à Spinoza. Il y a 2 beaux textes que vous pouvez fréquenter. La philosophie pratique de Gilles Deleuze. Il y a une petite introduction biographique un peu historique de Frédéric Lenoir, qui est une petite mise en... pour pouvoir accéder au personnage, à l'individu, bien sûr. Mais il y a plusieurs livres de Misrahi, le traducteur d'origine juive, qui étudie Spinoza depuis 70 ans. Ah, de Balthazar Thomas. Merci, merci Micheline. Donc, c'est Être heureux avec Spinoza de Balthazar Thomas, qui est un essai que j'avais déjà consulté. Alors, les amis, sur ce, merci d'avoir été présents à ce petit cours live. On se posait la question à savoir pourquoi lire de la philo? Quelles sont vos dernières lectures de philo? Nous allons nous revoir jeudi à 13h, heure de Montréal, bien sûr. Et là, j'ai Fadila qui me dit que le titre de Ibn Tufal, OK, je ne comprends pas tout à fait. Bon, OK, c'est un ouvrage sur Ibn Tufal. Donc, les amis, on va se revoir ce jeudi 13h. Et tout le long du mois de février, ça sera à 13h, soit un jeudi,
ou un samedi. Donc, n'hésitez pas à aller voir les événements de nos rencontres qui sont déjà au calendrier dans ma section événements et les petites vidéos de nos rencontres qui sont toujours dans le répertoire des vidéos. Donc, Mathieu Martel avec vous, directement du Loft du Philosophe. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt. Bon après-midi à tous et à toutes. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne lecture et bon approfondissement philosophique. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.